Je suis Théo, David, Mathieu. et avec mes deux acolytes d'aujourd'hui, nous sommes de retour pour le deuxième épisode de 89 miles à l'heure pour l'enregistrement du commentaire de speedrun Ocarina of Time, 16 minutes et 58 secondes. 1 an et demi après le premier épisode, c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour finir le jeu en entier. Encore que, pas vraiment, on vous expliquera plus tard. Mais voilà, de 1 an et demi à 16 minutes, c'est ce que nous vous proposons ce soir avec l'invité spécial qui est Mathieu, ici présent. Oui, du coup il fallait quelqu'un qui ait fini le jeu sur une plateforme différente. Je l'ai fait sur 3DS, c'est une expérience assez particulière. Des donjons plus faciles que le jeu que PO lui a terminé. Moi je l'ai fait en Master Quest sur la version GameCube qui venait, il me semble, avec Wind Waker. Quand on achetait Wind Waker, on avait aussi un accès sur Ocarina of Time dans certaines versions. Donc la version qu'on va regarder aujourd'hui est sur Nintendo 64. C'est une version japonaise, comme beaucoup de speedruns. Et comme l'introduction est un peu longue, on va directement se jeter dans le commentaire. Holy shit. Donc le mot du début. Donc pour rappel, ce record a été fait il y a à peu près 1 an. Donc c'est par Torge que l'on voit ici, dans le coin supérieur gauche de l'écran. On remarque notamment son BPM, ce qui va être très intéressant à regarder quand il progresse au fur et à mesure qu'il se rend compte qu'il a peut-être le world record. Ça va s'enflammer assez vénère. Généralement, les gens qui le suivent sur Twitch, à partir du moment où ils voient qu'il y a un world record, c'est C'est ça, tonnes de mimes. la hype monte à fond. Et il va même préciser que quand il passe en mode full focus, il désactive ses notifications pour se concentrer sur le run. Donc que dire sur cette run? L'introduction de tous ces runs commence toujours par cette longue séquence d'introduction. Si vous regardez là sur la gauche de l'écran, on a tous les différents splits qu'il va faire, et au-dessus des splits, on a 11 740. C'est en effet son 11 740e run sur Ocarina of Time, avant d'atteindre ce world record. Il date du coup du 12 juillet 2019, il y a un tout petit peu plus d'1 an. Aujourd'hui, le world record est à 7 minutes, mais ça n'a plus grand chose à voir avec ce qu'on va regarder maintenant. Et j'ai jugé plus pertinent de vous montrer celui-ci parce qu'il montre des glitches qui sont plus simples à expliquer que celui de 7 minutes 30 et qui sont aussi très sympas à regarder. Et pour comprendre un peu comment est fait le jeu et comment il est construit. C'était un peu la même idée aussi avec le run de Dark Souls 2 d'ailleurs, de l'autre épisode. Vous montrez des runs qui sont pas forcément les meilleurs du moment, mais qui sont les plus visuellement impressionnants et techniquement aussi intéressants à décrypter, quoi. C'est représentatif d'une époque, mais aussi d'une façon de faire, je pense. C'est clairement les premiers jeux 3D, donc il y a beaucoup de choses qui étaient faites un peu avec les moyens du bord, et on va le découvrir très vite. On peut passer derrière des murs, on peut corrompre la mémoire, on peut faire beaucoup de choses très intéressantes. Alors, comme il y a des glitches qui sont particulièrement difficiles à expliquer dans les 16 minutes du run, on va faire des pauses à certains moments pour prendre le temps de vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, parce que ça va aller très vite pour certains. Il va y avoir des téléportations assez improbables. Oui, si vous attendez à retrouver votre petit jeu d'enfance et qui repasse par les mêmes étapes, vous pouvez toujours tout de suite éteindre la vidéo, ça ne sera pas le cas du tout. Si vous espérez voir quelqu'un qui torche le temple de l'eau, ça va pas être le cas. Vous allez voir quelqu'un qui saute le temple de l'eau, et qui saute beaucoup des donjons du jeu. Du coup, on arrive sur la fin de cette séquence d'introduction. C'est peut-être le seul truc classique que vous allez vivre avec vos expériences précédentes. Accrochez vos ceintures, ça va être parti. À la différence près qu'on est sur la version japonaise, car comme dans beaucoup de jeux, le dialogue apparaît plus vite en japonais que dans les autres langues. Les kanji, quoi. Ouais, les kanji, certains apparaissent plusieurs à la fois, alors que dans les langues occidentales, c'est plus une lettre à la fois, et donc le texte est légèrement plus long, mais ça se joue... À préciser seulement que je n'ai pas encore vu le speedrun, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est que quand j'y ai joué, j'ai pas pu m'empêcher de voir que les textures étaient quand même très fines, donc j'espère qu'il va y avoir quelques OOB sympathiques. Il va se passer plusieurs choses d'assez intéressantes. Alors c'est parti. La 2 minutes 53 d'introduction, c'est très long, et on prend pas tout de suite le contrôle du jeu parce que, accessoirement, 98 c'est un des premiers gros jeux d'aventure en 3D, et il fallait faire un peu une démonstration de tout ce que c'est que ça. Donc on a vu la petite séquence d'introduction autour du village Kokiri, où la caméra panne pour nous montrer qu'on est en 3D. Et la première technique que l'on voit ici, c'est la marche arrière avec la caméra verrouillée qui est plus rapide que la marche en avant.
Accessoirement, la marche arrière permet aussi de faire ceci, des saltos arrière, qui permettent de sauter au-dessus de certains obstacles. Donc là, la première chose qu'il va chercher, c'est l'épée et le bouclier. Donc l'épée qui est dans ce petit labyrinthe juste à côté du début du jeu. Pareil, hein, on essaye de tracer. On ramasse un nombre prédéfini de rubis, parce que si on récupère l'épée dans ce coffre-là, le bouclier, on est obligé de l'acheter au début du jeu. Et il nous faut ces 2 items pour pouvoir passer Mido, le gardien des Kokiri, qui nous bloque le passage vers le découtri tant qu'on n'a pas les 2. Et on repart en marche arrière. Moi j'imagine juste la tête des habitants de Kokiri Village qui voient un mec qui somersault et puis... Non mais littéralement, il s'est réveillé, il a fait un salto arrière depuis son balcon et il est parti sur sa quête. Mais en marche arrière. On n'a pas le charme des speedruns de Dark Souls où il court à poil à travers tous les trucs dangereux. Là, on utilise le verrouillage de la caméra pour pouvoir faire des saltos un peu ambitieux. Il a pété le panneau pour ne pas verrouiller le panneau. Et ça se repose beaucoup sur ce verrouillage des caméras pour faire un saut arrière. Il y a du platforming d'un autre niveau. On est presque dans un Super Mario 64 à ce niveau-là. Le jeu ne se joue pas comme ça. Ah non, pas du tout. Donc, on a assez de rubis, on passe à la boutique, on va chercher celui qui est derrière. Et on a pile poil assez. On prend le bouclier. Ah non. Alors, je comprends même pas pourquoi il dit un oh no ici, comme s'il avait fait une piètre performance, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien. Donc il a les 2 items. Et... il a dû rater une frame au début, je pense, ça a dû le mettre. Et il est lancé. Yeah, I know how to make the Pokemon eat. That's what I call it. Et donc Mido le laisse passer parce qu'il voit qu'il a une épée et un bouclier. Et là, on s'approche, on prend volontairement un demi-cœur de dégâts et l'épée, le bâton, qui est aussi l'arme la plus cassée du jeu, avec une petite accélération qui n'est pas prévue, mais s'il tape sur la texture, ça lui donne une accélération quand il recule, et il peut abuser de ça en fait pour glisser. C'est les super slides, il y en a plusieurs types, il y a le water super slide, tu as le back super slide, beaucoup de versions de ce glitch qui permettent d'accélérer énormément et globalement de bouger sans là, stick. Là il le fait dans la cinématique juste pour le style ou il y a vraiment un intérêt, ça l'accélère un petit peu en fait, ça fait qu'il va réapparaître un peu plus proche de l'arbre à la fin de la cinématique. Oh la vache, oui, d'accord. Et on repart en marche arrière. Ah ouais, c'est vraiment l'optimisation au centimètre près quoi. C'est un des jeux je pense qui a été le plus speedrun de tout le mouvement de speedrunning. Rien qu'à lui tout seul, il en a fait presque 12 000. Donc, le seul donjon qu'on va voir du jeu. Alors, là on va arriver sur les premiers glitches les plus intéressants. Donc, il a équipé le bâton. Le bâton, à la base, c'est une arme qui fait des petits dégâts, mais surtout qui se casse très vite. Là, ce qu'il fait... Et qui sert à enflammer des torches aussi. Ce qu'il a fait à l'instant, c'est qu'il s'est baissé et il a tapé avec l'épée. Ça a fait ce petit coup de poignard qu'on a vu en avant. Il verrouille l'ennemi au-dessus, et là il contacte Navi. Parce qu'il y a un glitch qui s'appelle le Infinite Sword Glitch, où quand on tape en position accroupie, et qu'on utilise en même temps le bouton A pour faire une action, à savoir ici, parler à Navi, ça va déclencher un glitch qui s'appelle le Infinite Sword Glitch. On le voit là, son épée brille un petit peu. C'est-à-dire qu'il tape tout le temps ? Et ça veut dire que tant que ce glitch est activé, il est en train de taper. Donc là il est en train de monter au mur, même s'il a rangé le bâton, le jeu considère qu'il est quand même en train de taper. Donc là, il va toucher l'araignée et il l'a buté. Alors que normalement, c'est lui qui se fait knockback quand il touche l'araignée. Ouais, bien sûr. Là, il s'aligne pour pouvoir faire un saut arrière un peu ambitieux. Hop. Et il tombe à travers le donjon sur la toile d'araignée qui est centrale, on la voit en bas à droite, pour pouvoir ouvrir la deuxième partie du donjon. Normalement, on est censé monter, escalader et se laisser tomber pile au bon endroit pour pouvoir déclencher ça. Mais là, avec ce Infinite Sword Glitch, il a pu taper l'araignée et rebondir dessus pour tomber au milieu du trou. Là, il va s'aligner parfaitement pour le deuxième glitch qui, celui-ci, est très dur. Il passe en OOB. Okay. Ce que le jeu va détecter, c'est que là, il est dans l'eau. Et là, on va voir une série d'inputs assez compliqués. Il est contre le mur, dans l'eau. Et là, ce qu'il a fait, c'est que le jeu considère qu'il est encore sous l'eau à ce moment-là. Il est clairement accroché au mur, mais le jeu croit qu'il est sous l'eau. Ça permet de faire un setup pour le Get Item Delay, qu'on va voir juste là, où il bute la plante, il récupère la noix. Normalement, quand tu récupères la noix, tu as soit une animation, quand c'est la première fois que tu récupères un item comme ça, où Link lève les mains, on entend la petite musique, ta-da-da-da, et il y a un petit texte qui explique ce que tu as, ou si tu en as déjà eu un, le logo de l'item apparaît au-dessus de sa tête. Là, vous remarquez qu'il n'y a pas l'item et qu'il n'y a pas eu d'animation, et qu'accessoirement, la caméra est complètement fuckée.
parce que le jeu pense qu'il est encore sous l'eau. Du coup, il se dira ok, quand tu sortiras de l'eau, je te rendrai ton objet. D'accord. Du coup, l'objectif là, c'est pour l'instant Conserver d'éviter l'eau. Ouais. T'évites l'eau pour que le jeu considère que t'es pas encore sorti de l'eau. Ce que le jeu fait pendant ce temps, c'est qu'il se dit quand tu sortiras de la surface de l'eau, je te donnerai l'objet que t'attends. Le jeu a enregistré la valeur de l'objet qu'il va récupérer. Et un des glitches qu'on a repéré, que la communauté a trouvé en fait pendant le speedrun, c'est qu'on peut modifier la valeur de cet objet avec certaines choses. Par exemple, quand tu passes devant un coffre, le get item, la valeur du get item, elle est changée. T'as pas besoin d'ouvrir le coffre, là il va juste marcher devant le coffre, et ça fait que l'objet qu'il devait récupérer, les noix, c'est plus des noix qu'il va récupérer. Alors on le voit très vite, là c'est glitché, ça dit qu'il a récupéré la boussole dans le texte, mais en vérité il a récupéré une bouteille, qui est l'objet complètement fumé du jeu, puisque ça va lui permettre de faire des choses assez improbables, à savoir invoquer un ocarina avec la bouteille. Pardon. C'est ça l'animation qu'on devait voir au début. Ouais, absolument. Donc là, il prend des dégâts pour se retrouver à un demi-cœur. Hop. On trace vers la salle du boss. On le voit marteler les inputs en bas à gauche de l'écran pour skipper le dialogue plus rapidement. Je fais juste une toute petite pause ici pour revenir sur le fait qu'il a quand même enchaîné 3 glitches à quasiment... Enfin, c'était vraiment quasi frame perfect, 3 glitches de suite qui ont duré genre 30 secondes, donc pour vous il s'est probablement rien passé, mais là, en gros, il y a dû avoir un nombre d'échecs incalculable, genre 2000 ou 3000 échecs, ne serait-ce que pour avoir la bonne trajectoire, parce qu'il faut tomber pile poil, se faire rebondir, trouver le truc, remonter, enfin c'est... Et il faut tous les faire dans un seul run. Moi perso, j'ai testé le glitch où on le voit passer en OB à travers le mur là quand il se laisse tomber. J'ai pas réussi, tout simplement. J'ai passé 1 heure dessus. J'ai passé 1 heure dessus, je n'ai juste pas réussi. Voilà, 1 heure pour le commun des mortels et lui il les enchaîne comme ça. 12 000 runs. 12 000 euros. Oh, I didn't practice Goma at all. Donc là, la prochaine étape, c'est Goma, hein, comme on le voit sur ces splits. Le Goma, c'est le boss de ce premier donjon. Il a équipé sa bouteille qu'il a récupérée avec le item Manipulation. I didn't practice Goma at all today. I Et really should. le swap item, tu le récupères, c'est complètement random ou il y a un truc... Non, c'est volontaire. En fait, c'est des valeurs fixes. La D'accord. valeur des noix, plus la modification en passant dans le coffre, ça donnera toujours une bouteille. Et il peut, il peut manipuler pour... par exemple, s'il voulait autre chose, s'il voulait... Tu peux, mais il y a beaucoup d'options qui finissent en bouteille en fait. D'accord. Le résultat, ça finit souvent par être bouteille. Là, il bute le boss avec d'autres glitches qui fait que globalement, en tapant, ça fait des dégâts maximum en tapant avec le bâton et en utilisant le coup d'épée où il Parce que s'accroupit normalement, t'es encore. sorti le stun quand même. Ah oui, c'est un combat qui dure beaucoup plus longtemps. Là, il a tracé le jeu parce qu'en fait, il a utilisé le maximum de dégâts avec d'autres glitches. Mais il est mort en même temps. Il s'est laissé toucher en même temps. Du coup, c'est un double KO. Là, on va le voir le game over qui se déclenche. Pourquoi ? Parce que maintenant qu'il a une bouteille, elle lui sert pas encore à faire le glitch de l'Ocarina Items. L'Ocarina Items qui fait que même si t'as pas l'Ocarina dans le jeu, avec certains objets, tu peux débloquer un Ocarina genre avec un énorme glitch. Et là, c'est ce qu'il va faire. Il a pas récupéré son cœur, il a pas pris le téléporteur. On est reparti en arrière. On est reparti en marche. Et ce qu'il va chercher là This isn't maintenant, that good of a run though. c'est un objet à mettre dans sa bouteille, à savoir les petits insectes. Là, on voit une super démonstration du reverse water slide. Pardon. That's why I was questioning it. Et voilà, hop, ça va C'est beaucoup good plus run, vite que la it's marche like arrière, fast. hein, mais il y a tout, ça se fait quand même en arrière. Or like at least 4. Donc ça, c'est le cas de beaucoup de jeux, même en 2D, hein, que la marche arrière, bizarrement, permettent d'aller plus vite, Mhm. d'accélérer plus que la marche avant. Après, ce qui est intéressant, c'est de se dire aussi que tout sert à améliorer le temps, la rapidité, l'efficacité de chacune de ces idées pour aller de plus en plus vite, pour aller de plus en plus facilement aussi, puisque à bout d'un moment de 11 000 runs différentes, le but du jeu c'est aussi de se simplifier la vie, même si on a parlé de 3 glitches en même temps à la frame perfect, pour lui c'est quelque chose qui lui a facilité la vie au bout d'un moment. Ah, bien sûr. Et une autre super slide très intéressante. Oh, vache. Et en fait, dans ce mode, on peut juste tourner gauche-droite et utiliser la caméra pour garder le cap en quelque sorte. Et là, il va rentrer dans le donjon comme ça. Donc si on a suivi un petit peu, il a récupéré les insectes dans sa bouteille. Les insectes, parce que la bouteille, en gros, comment marche le jeu ? La bouteille store, dans la mémoire du jeu, elle va storer une valeur qui est l'objet qui est contenu dans la bouteille. Qui Et- présentement sont les insectes. Qui présentement sont les insectes. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vider la bouteille, poser les insectes par terre. Il va la réutiliser immédiatement.
pour reprendre les insectes dedans, pour faire en sorte d'avoir une animation où il a la bouteille à la main. Il va faire des saltos arrière, et pendant qu'il est en l'air, il va utiliser l'épée et la bouteille. Et le jeu, il croit qu'il a l'ocarina du coup, puisqu'il a sorti... Ce qu'il a fait, c'est qu'il a additionné 2 valeurs. Il a la valeur de ce qu'il y avait dans la bouteille, à savoir les insectes, et la valeur du coup d'épée. En combinant les deux, t'obtiens l'ocarina en fait. Puisque le jeu essaie d'additionner les 2 valeurs pour voir ce que c'est, pour savoir quel objet il a, et en fait, ça devient l'ocarina. Donc là, on l'a vu utiliser l'ocarina, et ce que ça permet en fait, c'est d'activer le mouvement dans certaines cinématiques où il n'est pas censé pouvoir bouger. Là, il a touché le téléporteur de sortie de donjon, et quand tu fais ça, normalement, tu as une petite cinématique qui tourne autour de Link, et on le voit qu'il s'envole, et il disparaît, il sort du donjon. Là, en fait, il garde le contrôle. Hop, il sort de son ocarina, et ce qu'il doit faire là, c'est sortir par cette porte en même temps que le jeu essaie de le téléporter en dehors. Et là, c'est le glitch le plus fumé du jeu. Il sort de la salle du boss, et il apparaît dans le dernier donjon, en fait. Ok, alors attends. Et ça se produit comment? C'est aussi une addition des valeurs Alors c'est ça, en fait en gros, quand tu prends le téléporteur, tu arrives devant l'arbre Mojo, et quand tu sors de la pièce, tu arrives dans la pièce juste avant le boss. Le jeu, il vérifie 2 choses quand tu arrives dans une pièce. Il vérifie dans quelle pièce tu arrives et quel est l'événement qui va se passer. Quand tu sors du donjon avec le téléporteur, l'événement qui se déclenche, c'est que l'arbre te parle et te dit merci d'avoir purifié, mais il te reste autre chose, faut que tu ailles là-bas, faut que tu fasses ça. Du coup, il va prendre la valeur de cet événement de l'arbre Mojo, mais il va pas l'additionner à la salle où il devrait aller, à savoir devant l'arbre Mojo, en dehors du donjon. Il va l'additionner à la salle à laquelle il a essayé d'accéder en sortant de la pièce du boss. Il va additionner cette valeur événement à la valeur de la salle avant le boss, et en additionnant les deux, ça donne ça. Ça donne la pièce du donjon final de la fin du jeu en fait. Il faut 11 minutes 30. À 11 minutes 30, il a sauté tous les donjons du jeu sauf le premier. Ouais, 11 minutes 30, vous avez probablement récupéré déjà votre épée ou votre bouclier, probablement peut-être pas les deux. Mais... T'es censé être adulte, t'es censé avoir tous les équipements et tout ça. Donc en fait, ça va déclencher un truc assez intéressant. Là, accessoirement, il a pas assez d'armure pour se protéger. S'il touche un rocher, il meurt et le run est terminé. Ouais, bien sûr. Donc ça peut aller très vite. Là, les cinématiques sont complètement buggées parce qu'elles cadrent sur le visage de Link adulte alors que c'est un Link enfant. Du coup... Donc il a buté Ganon. On l'a vu, hein, le combat était épique. Regardez, c'est son visage. Hein. Link adulte, il est là. Un coup en dessous de la ceinture, hein, clairement. Et donc on a Zelda qui arrive, mais le jeu n'est pas fini. C'est là-dessus que ce run est assez intéressant, c'est qu'on n'arrive pas immédiatement au générique de fin. Contrairement au record du monde actuel, on a quelques petits challenges en plus qui ont forcé la communauté à trouver les meilleurs glitches possibles pour optimiser encore après ça. Je pense que Ganon est juste mort, en fait il s'est suicidé par respect pour ce qu'il vient de voir. C'est bien en mode mais wesh. Alors là, le challenge à ce moment-là du jeu, c'est que on a buté Ganon, il s'est effondré, mais la tour aussi s'effondre, sa tour. Du coup il va falloir s'échapper. Et donc en théorie on est censé courir le long des colimaçons. Mais comme on a vu le Super Slide, il y a beaucoup de moyens d'aller très vite dans le jeu. Et là, ce qu'on va chercher, c'est s'aligner sur un rocher qui tombe. Parce qu'il y a des rochers qui tombent du ciel à ce moment-là. Et en utilisant le bouclier au bon moment, on glisse. On verrouille sur Zelda pour prendre le virage. On saute en arrière à travers la texture et on arrive tout en bas. C'est extrêmement dur. Et c'est là qu'on voit son BPM qui accélère à fond. On voit qu'il est à 142 BPM en haut à gauche. Parce qu'il se rend compte que là, c'est un run parfait. Ce qu'il est en train de faire. Et ça continue de s'accélérer. Il en peut plus. Donc là, c'est super dangereux parce qu'il n'a pas le droit à la moindre erreur. S'il touche un rocher, il est mort. Il a un seul cœur. Et après, il a encore l'affrontement du boss final. Parce que même si on a sauté beaucoup de choses, il y a le vrai boss final qui arrive après. Donc là, il est en marche arrière au milieu des rochers en feu. Il y en a qui continuent de tomber. Il y a toujours de la RNG où il peut se faire. C'est aléatoire en plus la chute des rochers. Okay. Ouais. Il a équipé le bâton. 165 BPM, je suis à peu près sûr que c'est pas ça. Okay. Là, on le voit qui freak out, c'est la dernière cinématique avant le boss. On sent que la pression monte. Il va désactiver ses notifs Twitch, il va se mettre en mode full focus. Et je pense que le pire pour un speedrunner, c'est justement quand il y a des interruptions comme ça. Parce que tu peux rester complètement focus si le jeu continue, mais comme il y a en plus des pauses qui sont forcées, qui sont obligées par les cinématiques, t'as le temps de redescendre en pression, et genre, pas sûr que ça soit la meilleure des choses. Ah là, le pic, il était vraiment pendant cette cinématique, quoi. Mais là, il sait qu'il va devoir reproduire le Infinite Sword glitch, le glitch qu'on a vu tout à l'heure, où globalement, tu tapes en t'abaissant et en même temps, tu appuies sur le bouton A avec une interaction. Et là, il va le refaire à nouveau avec le bâton, le découstique, ce qui fait que genre tant qu'il va marcher autour du boss, il va le taper. Donc ça va arriver très vite. Et ça va pas péter le bâton ? Alors le bâton ne se pète pas parce que ça compte comme des dégâts, mais ça compte pas comme utiliser le bâton en soi en fait. Parce qu'il ne tape pas avec le bâton, juste il marche avec le bâton sorti.
C'est pertinent. Et donc le timer s'arrête au dernier input dans le jeu. J'ai la Triforce, mais non, tu ne peux rien contre moi, Ganon. J'ai mon bâton. Donc, il y a quand même beaucoup de cinématiques quand tu veux. Il arrive même pas dans le. Il est monté sur talonnette, ça y Ils est. le font monter juste à ce moment-là. Il vole. Yes. Parfait. Alors ça, ce bug de caméra est assez intéressant. Donc Incroyable. là, il sort le bâton. Il fait l'attaque sautée pour que ça soit les derniers dégâts enregistrés, qui est les dégâts maximum. Ganon en mode Super Saiyan. Il passe en mode je suis en colère. La Triforce. Coup de poing à coup de Triforce, quoi. Bien violence. Qui était un combat quand même assez épique, entouré de flammes, dans un donjon en ruine. T'es censé être adulte, avoir l'épée de légende et tout ça. Ah oui, le faire au bâton celui-là. Ouais. Bah mettez votre argent tout de suite, hein. C'est à votre avis qui va gagner. Un Entre petit le enfant géant de 15 mètres. avec un bâton, parce que là son épée a été jetée, Et oui. mais Oui. c'est prévu dans le jeu. Hein, c'est Mais normalement. il s'en fiche. On voit que c'est l'épée de légende qui atterrit, c'est pas son épée coquille. Allez, et là c'est reparti. Il a refait le coup. C'est allé très vite, hein. Il se baisse, il parle à Navi et c'est bon, c'est activé. Là il fait que marcher. Ouais, il mais appuie sur aucune touche attaque. Ouais, mais il est en train de le dé. Il l'a oui, voilà. défoncé. Ça Ah va oui, oui, extrêmement vite. On a vu le nombre d'inputs dans les animations d'éclairs Ça va issus très des vite. chocs, mais c'est... Alors il va chercher l'épée de légende qui d'un seul coup va devenir sa petite épée pour arbre, son couteau suisse. Et là il va chercher l'attaque sautée, re-Infinite Sword Glitch, deuxième phase. En fait, en gros, dès qu'il est de nouveau disponible pour être tapé, il se fait taper. Petite cinématique, et là il doit juste s'aligner pour mettre le coup de grâce après cette petite cinématique où Zelda Fais un caméra. garde Ganon à sa merci. Des runs ont été perdus à ce moment-là, sur cet input. Il reste plus qu'un seul bouton à appuyer. Des runs ont déjà été perdus. Regarde, son bâton il brille, le bâton de la légende. Allez. Et c'est fini. Oh my 16, 58, 51. Yes, dude. C'est l'épée n'est même pas assez grande pour rentrer dans le Ganon. Holy shit fucking happened. On a commencé sur un holy shit, on termine sur un holy shit. En même Avec temps, c'est un... 16,58. Je pense que c'est un bon résumé du run quand même. C'est- What the fuck? Enfin, je trouve que ça reste un run qui est incroyable à regarder, puisqu'il y a beaucoup de glitches qui sont super intéressants. On passe en OOB, on déclenche des séquences, on manipule les objets qu'on va choper. Le wrong warp est super intéressant aussi à comprendre et à étudier, puisque genre tu vois comment est vraiment pensé le jeu en fait. Ok, tu sors d'une porte, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte et quel événement il se passe. Si tu le fais à la frame près, ça compte la pièce dans laquelle tu es censé arriver, mais ça ajoute l'événement d'une autre pièce parce que tu te téléportes en même temps. C'est beaucoup de choses à étudier qui sont super intéressantes en fait. Et ça montre comment étaient faits les jeux à l'époque aussi. En fait. Et ça a mis combien de temps juste de développer cette run? Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un peu les évolutions des speedruns au fur et à mesure du temps. Et comme c'est un des jeux qui a été, que tu l'as dit toi-même, le plus speedrunné du monde, ça a dû, il a dû avoir des évolutions de fou. Et ça a dû prendre un temps infini de trouver tous les trucs. Il y a eu énormément de... Enfin, il y a eu des années, hein, je me rappelle, il y a quelques années quand j'avais découvert les premiers speedruns, on passait quand même par le village Cocorico, où on traversait la plaine d'Hyrule, pareil, en waterslide, et on les voyait se glisser à travers toute la plaine jusqu'au village, enfin... Ça a été de l'optimisation et qui continue encore aujourd'hui, puisque ça c'était le record du monde il y a un an, là, le 12 juillet 2019. Mais aujourd'hui, le record du monde, il est descendu à 7 minutes et 30 secondes, et on ne rentre... Enfin, on est au stade où on rentre même plus dans le donjon, il me semble. Enfin, on va peut-être le regarder après. Oui, je juste pense pour qu'effectivement, on va comparaison. enchaîner là-dessus après. Mais c'est juste improbable le niveau d'optimisation, la dedication de toute cette communauté. Il y a des wikis qui expliquent les glitches, il y a des gens qui étudient, genre qui ont reverse engineer toute la ROM pour sortir justement des tableaux de quelle zone donne quoi, quelle combinaison de valeurs de wrong warp amène à quoi, les objets genre dans la bouteille, comment est-ce que tu peux les manipuler pour donner autre chose. Les gens continuent de creuser et de voir qu'est-ce qui est possible.
Et ce que je trouve vraiment intéressant, en fait, c'est deux speedruns qui sont très différents, le premier qu'on avait commenté et celui-ci. Parce que le premier était plus long, et il y avait des glitches impressionnants et des abus impressionnants, mais c'était plus sur la longueur et globalement le jeu était à peu près respecté. Là, ce que je trouve impressionnant, c'est à quel point en 17 minutes, on a un enchaînement, une espèce d'amalgame de trucs complètement abusés. Et genre, il faut être parfait sur tous les trucs, et techniquement, je le trouve, mais... juste absolument remarquable, c'est incroyable ce qui s'est passé. Bah, on sent qu'il a été poncé par des centaines de runners, hein, clairement. Attends, parce que là il est redevenu adulte du coup. La cinématique elle est bloquée. La cinématique vérifie pas quelle valeur de Link tue en fait, puisque c'est pas jouable. Et il avait pas l'Ocarina non plus, enfin bref. Ah non, il avait rien. L'épée de légende elle est totalement. Non, on lui a refilé le pas kit, là. on a dit bon, t'as buté Ganon, peut-être que t'as mérité ton petit kit cadeau là, et puis. Ouais. Non, après ce qui est intéressant en 17 minutes, c'est la variété en fait des glitches et des utilisations. On en parle comme si on connaissait ça de base, mais les OOB, le reverse walking, tous les différents enchaînements en frame perfect, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes à voir, mais aussi à expliciter, à comprendre. Au bout d'un moment, c'est dans ces jeux-là, hein, dans les jeux, les premiers jeux 3D, les jeux des anciennes consoles, c'est vraiment marquant de voir à quel point on peut tricher avec le jeu, à quel point on peut vraiment l'abuser. Mais c'est assez impressionnant de voir qu'en un quart d'heure on est capable de voir différentes techniques, de les voir fonctionner rapidement et de se donner les moyens de comprendre un peu plus l'état d'un jeu, ce qui se passe derrière en fait, derrière l'image, derrière les textures. Parce que c'est le gros côté des speedruns en fait, c'est qu'on va pas juste se limiter à ce que le jeu veut que tu fasses. On va globalement ouvrir le jeu en deux, regarder ce qu'il y a dedans, et là on va dire comment est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on voit en fait. Bah c'est la courroie de transmission, madame. C'est un peu les chirurgiens fous du jeu, les speedrunners quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec vos organes si on les mettait dans l'autre sens? Mais c'est clairement ça, et il y a beaucoup de jeux de cette époque-là qui utilisent des données dans la mémoire, qui vont utiliser genre le stockage de il a mis tel objet dans la bouteille, il se passe telle chose, et qui vont utiliser des tableaux de mémoire pour garder dans la mémoire du jeu certaines informations. Je sais qu'il y a le run des Super Mario World, le speedrun World Record, tu pouvais utiliser le fait que tu pouvais stocker un champignon par exemple. Tu pouvais stocker un champignon comme ça, si tu te faisais toucher le champignon tombé, tu pouvais le bouffer et redevenir grand. Tu pouvais stocker dans ce champignon, dans cet espace de stockage, la fin du jeu. Ce qui fait que tu pouvais déclencher la fin du jeu, le générique de fin, au milieu d'un niveau. En faisant les bons inputs, c'était des trucs super compliqués, ça demandait de totalement corrompre la mémoire, mais à la main en fait, genre, dans le jeu avec les inputs. Et c'est exactement ce qui se passe aussi dans le World Record actuel, c'est globalement, tu corromps des espaces de mémoire dans le jeu, le fait que le jeu réserve un espace pour un personnage, un espace pour des insectes, un espace pour des rubis, des cailloux et tout ça, tu corromps toutes ces données-là, pour amener le jeu à faire ce que toi t'as envie de faire, à savoir déclencher la fin le plus vite possible. Est-ce qu'il y a des tasses de ce jeu ou pas? Parce que là on a vu le manuel, enfin le speedrun, est-ce qu'il y a des tasses qui ont été faites? J'avoue que je n'ai pas forcément creusé le sujet. En général, je suis beaucoup la scène des live speedruns sur ces jeux-là, mais je pense que ça doit bien exister, soit des tasses, soit des trucs qui se sont faits au moins en segmented pour essayer d'optimiser au maximum. Quoi. Parce que c'est typiquement le genre de speedrun où il y a énormément d'input à faire très très précis et que du coup une machine ferait redoutablement bien. Quoi. Oui, il y a des. On va peut-être les repasser plutôt que de regarder le. Mais en fait, c'est ce que je me dis, c'est que. Il y a quelques glitches qui sont particulièrement difficiles à reproduire. J'ai réussi à faire le Ocarina Items, qui je pense est peut-être un des plus simples. Le Infinite Sword glitch qu'on voit là. En fait, déjà, dans l'animation, il va tellement vite que c'est super difficile à expliquer. Extrêmement vite. Voilà, exactement. Mettre des petits slow motion et se repasser au moins quelques séquences du run. Donc là, on est en un quart de vitesse. Ouais. Ce qu'il fait, c'est il a son bâton équipé dans son slot C. Là, donc c'est bien puisqu'on voit faire les inputs en même temps. Il sort son épée, il se baisse en tapant. Et pendant qu'il tape, là on l'a vu taper, et il utilise Navi pour activer la bulle de Navi. Grosso modo, le Infinite Sword Glitch, il est détecté quand tu essayes en même temps de taper et d'appuyer sur le bouton A. Alors ça, j'ai pas exactement réussi à comprendre les détails de pourquoi, mais c'est le moment où l'épée devient brillante en blanc comme ça, et la caméra part un peu en sucette d'ailleurs. Est-ce que c'est pas parce que quand il utilise un objet, ça enregistre l'input utiliser un objet, mais comme Navi n'est pas vraiment un objet, ça l'utilise tout le temps, il n'y a pas un truc... Alors ce que je pense, c'est que ça fait quelque chose d'assez similaire à ce que j'avais pu voir sur le run de Rayman 2, à savoir le jeu, quand tu parles à Navi, le jeu met toutes les instances en pause. Ouais.
mais si tu es en train de taper en même temps, ça met en pause le fait que tu étais en train de taper. Donc dans la pause du jeu, ça comprend que tu es encore en train de taper. Et quand le jeu reprend, tu es toujours en train de taper parce que le jeu reprend son cours, mais l'animation de taper est déjà terminée. Du coup, t'as pas ce moment où le jeu te dit il a fini de taper. Oui, c'est la fonction taper qui est toujours en cours. Elle est toujours active. L'animation. Et je pense que c'est un truc similaire à ce qu'on avait vu dans Rayman 2 quand tu te laissais mourir et que tu appuyais sur pause au moment où tu respawnais, le boss ne respawnait pas parce que tu mettais aussi en pause le respawn du boss. Donc on a des trucs comme ça. Là, clairement, on va le voir monter un petit peu. J'imagine juste que ça doit donner dans la vraie vie si jamais il y avait des fonctions comme ça qui étaient bloquées quand tu fais une petite pause, une sieste, un truc comme ça et que tu te retrouves bloqué Non, dans la mais fonction de taper. les speedrunners dans la vraie vie, enfin tu les verrais, les mecs qui courent en marche arrière au milieu de la rue, genre qui sautent dans un Ils bâtiment. font des saltos arrière au-dessus des bâtiments qui glitchent à travers les textures. Et donc là, ça c'est un des sauts que j'ai pas du tout réussi à reproduire. Il s'est laissé tomber sur une sculptula et il fait un saut arrière pendant l'animation de mort. J'imagine que ça veut dire que tu peux marcher sur une sculptula pendant son animation de mort. Il se laisse tomber. Là, on le voit très vite en bas à droite de l'écran. Il a pété la toile d'araignée qui bloquait le passage à la suite. Il descend ici. Là, ça se joue, mais j'ai l'impression à la frame près, puisque c'est celui-ci où j'ai passé 1 heure et j'ai pas réussi à faire ce drop. Où il se laisse tomber. Il rebondit et Oui, il si sort. on regarde bien ici, en fait, quand tu te laisses tomber, tu pousses le stick vers l'avant, il se raccroche au mur. L'importance de ce passage-là, c'est qu'il va essayer de se rapprocher pile au moment pour que Link se rattache au mur au moment où il touche la sculpture. Là, on voit qu'il accélère, il va toucher le mur, là il se raccroche, mais il touche en même temps, et du coup, le jeu considère qu'il est derrière la sculpture et il se fait projeter derrière. Par contre, pendant qu'il tombe, moi je tombais à chaque fois sur la texture ici sur la gauche. Ouais. Lui, il doit tomber pile sur l'eau parce que s'il tombe là, ça m'est arrivé une fois, tu tombes dans le vide et tu respawns au début. Bien sûr. Donc c'est vraiment millimétré et celui-ci, je le trouve extrêmement difficile Alors à faire. donc il se fait projeter par le contact avec l'araignée dans la bonne direction et c'est marrant parce qu'il n'y a pas d'input autre que rentrer dans l'araignée. Donc c'est vraiment du frame perfect. Il doit s'aligner et parfaitement dans en haut. l'alignement et dans la réalisation. Et la hauteur du drop compte aussi, puisque je l'ai réessayé du coup forcément 1 heure, j'ai passé du temps dessus. Et la hauteur est super importante, en fonction de où je me laissais tomber, je me faisais projeter parfois à droite, parfois à gauche, une fois à travers le mur. Mais on c'est voit qu'il extrêmement cherche difficile. ces deux moments de descente avant de lâcher. Il y a clairement un Dès qu'on voit un speedrunner Ouais. s'aligner, c'est qu'il fait quelque chose de très dur. Ouais. Là, et c'est un des moments où on le voit, hein, là on est en quart de vitesse de la vidéo, mais on voit qu'il prend bien le temps de faire les trucs bien. Il cherche l'endroit où il va pouvoir s'accrocher sans que le jeu considère qu'il est sorti de l'eau. Là en fait, si on regarde bien, hop, juste avant, on voit que le jeu, en haut à droite, il indique 3, ça veut dire qu'il est sous l'eau. Et là il est accroché alors qu'il est sous l'eau. Donc c'est à ce moment-là que le jeu considère qu'il est toujours sous l'eau tant qu'il n'a pas fait surface. Et c'est vraiment là-dessus que ça va se jouer d'ailleurs, le speedrun. Comme on en est vraiment à des niveaux de speedrun à la seconde ou au quart de seconde près, le fait de s'aligner parfaitement dès le début, c'est ça qui va faire la différence entre un run réussi et un run raté. Quoi. Bah à voir, hein, il était arrivé avec moins 0,7. Suite à cette étape-là, il prend une seconde d'avantage. Ouais, c'est une réalisation assez impressionnante. 2 secondes sur un speedrun comme ça, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est extrêmement impressionnant. Oui, je crois que il était speedrun, mais c'était le premier à le faire en dessous de 17 minutes. Mais le world record précédent était peut-être à 17,03, enfin ça se joue à quelques secondes à chaque fois. Quoi. Ouais, Donc là on le revoit passer devant le coffre, et quand il saute, il revient là. Alors la boîte de dialogue est arrivée extrêmement vite, mais clairement il n'a pas du tout obtenu la noix qu'il était passé récupérer. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus ça donne le script du combat. Oui, de la boussole. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'il a vraiment récupéré ou ce qu'il a essayé de récupérer. Les deux, le jeu est perdu. Avec un peu de chance entre l'animation, les valeurs, ce qui se retrouve dans son inventaire, tout avait des valeurs différentes, feature par feature. Et tu te retrouves à avoir le compas qui a la même valeur d'animation ou de représentation que la noix à un moment donné, ce qui fout tout le jeu à l'envers, clairement. Je vais juste repasser le combat du boss qu'on a vu aller très vite aussi et qui est super intéressant parce que pareil il fait plusieurs glitches en même temps et il doit timer sa mort pour mourir au dernier moment où il tape le boss. Comme ça il y a le fameux double KO qui lui permet de se warper, de retourner à l'entrée du donjon sans avoir à faire la marche arrière pour ressortir ou en se téléportant, ce qui lui ferait perdre l'opportunité de se téléporter après.
Et ce boss, d'ailleurs, tous les boss de Ocarina of Time, je trouve qu'ils sont super beaux et super intéressants, quoi. C'est très coloré. Tu peux pas louper le point faible, le truc où tu dois taper, c'est toujours très clair. I have 3 votes for 2. Thank you. Alors, le combat commence. Et pour un des premiers jeux en 3D comme ça, le fait d'avoir des adversaires avec des points faibles aussi visibles mais pas forcément facilement atteignables, c'était aussi un vrai challenge, une vraie manière de revoir le jeu vidéo. Là, on voit qu'il a fait plusieurs choses. Il a utilisé la note pour le stun, et il utilise un combiné de 2 attaques, à savoir le coup d'épée baissé et le coup sauté. Le coup sauté, je crois que c'est celui qui fait le plus de dégâts, et le coup d'épée où tu te baisses, en fait, il va faire les mêmes dégâts que la dernière attaque que tu as fait. Du coup, si tu fais une attaque sautée, puis que tu fais le coup d'épée baissé, c'est double peine quoi. ça tape plus vite, et ça fait des dégâts maximum. Alors, on a loupé le moment du chaos. Oui, il faut voir qu'il prend une attaque en même temps. Je crois que ça allait tellement vite que j'arrive même pas à voir le Je moment. pense que c'est avant parce que c'est la cinématique de fin ça. Ok, on va le re-regarder puisqu'il a un stun. demi-cœur de toute manière. Stun, Double attaque. backstab, attaque sautée, stab, attaque sautée. Et là il l'a pris. Et là, il a pris les dégâts. Là, on voit en effet que c'est le moment où quand il saute, il passe dans la hitbox et là, il a plus de cœur. Et c'est la... Maintenant, on entend d'ailleurs le cri de Zelda. On en voit. de Link aussi. On voit que là, c'est terminé pour le coup. That's probably the better call, honestly. Un run vraiment très très intéressant, très impressionnant. Je pense qu'on va essayer de passer très vite sur le deuxième speedrun, à savoir le nouveau record du monde. Pour le coup, c'est très cryptique. Hein. Bon, là, fameusement, on va faire la coupure sur ce plan de game over. Alors du coup, on part sur le deuxième run. Le world record actuel, alors on est sur YouTube, donc l'avantage c'est qu'on peut voir la date en direct du 8 avril de cette année. Oui, généralement ils attendent pas très longtemps pour le poster sur YouTube. C'est quasiment automatique. Alors avant qu'on fasse play, là on le voit qu'il est en pleine run et qu'il est sur autre chose, j'attire juste votre attention sur le fait que Link a cette animation qui est au cœur de ce nouveau speedrun, à savoir il tient quelque chose au-dessus de sa tête qui est invisible. Le jeu a enregistré qu'il a quelque chose. C'est quelque chose. C'est juste plus que c'est. Ou c'est rien, c'est juste. Il a quelque chose. Il a quelque chose. Il a quelque chose aussi. La surprise, c'est savoir quoi. Bah, en fait, la surprise, alors on va peut-être sauter toute l'introduction, que dans tous les cas on peut pas skipper, qu'on a déjà vu juste avant, mais le cœur de ce speedrun se tient sur le fait que, comme la bouteille tout à l'heure et le téléporte, le jeu garde en mémoire qu'il a quelque chose. Est-ce qu'on peut juste regarder les 5 secondes plus tard, pourquoi il s'est planté? Quel est le. Pourquoi Il est déjà en run de fin, Ah, en fait. oui, Là, non, on voit c'est qu'il est à d'accord. plus Oui, oui, 5,7. effectivement. Il savait qu'il était en train de finir. Ouais, d'accord, oui. Donc il abandonne parce qu'il sait qu'il aura jamais un temps. C'est ça. Correct. Ok. Alors, on va se finir quand il sort. On va aller là. C'est là qu'on commence en salto arrière normalement. Ouais. Donc là, c'est un joli pixelisé. Hein. Merveilleuse technologie de 98. Salto arrière. Donc on va voir quelques similitudes par rapport au run de tout à l'heure. Où on cherche quelques rubis. Oh damn, that was a 735 with rock triple, wasn't it? Donc il se dirige And cutting every vers bush. l'endroit où on peut récupérer l'épée. Dude, having a great ace split is so strong. Ouais, ça. Mi-2019 comparé à la 2020 du coup. Il y a eu à peine un an Just think, if I had gotten de that différence entre split les deux. and finished correctly, Ah oui, c'est allé très vite. C'est pour ça que je disais que la communauté est encore active, c'est que un an plus tard... À ça peine fait un an beaucoup. et on a coupé le temps par deux, enfin plus que par deux, c'est Ouais. du délire. Alors ensuite, comme on est sur du any%, l'objectif de toute catégorie any%, littéralement n'importe quel pourcentage de complétion du jeu, l'objectif c'est d'arriver au générique de fin le plus vite possible. Là, la différence, Et ça- c'est qu'on va juste déclencher le générique de fin, c'est qu'on va pas finir le jeu. yeah, Ouais. the DSS stuff. Alors le jeu se repose sur globalement modifier la mémoire, enfin ce run là se repose sur modifier la mémoire du jeu. À savoir, il récupère un nombre d'objets spécifiques, là il récupère beaucoup plus, on voit qu'il tape plus de buissons que tout à l'heure, il casse des objets. Ça ressemble déjà plus à mon début de jeu à la maison. Ah, il y a de Il y a l'air, des on versions tape. King en moins. Oui, bon, non, pas de salto, etc. On garde ce Ah oui, super saut ça, qui est ouais. super intéressant Oh là à là voir. là. Tout à fait. Et globalement, c'est du côté des rochers que ça va se passer la partie intéressante. Hop. Il cherche un maximum de rubis.
Grosso modo, en fait, le jeu va stocker des valeurs de données. Il va se dire, je garde en mémoire qu'il y a tel objet à tel endroit, qu'il a pris tel objet ici, et il va abuser de ça, en fait, pour globalement complètement perdre le jeu. Et on va le voir juste après utiliser un glitch qui est assez commun dans ce genre de jeu, c'est charger et décharger une zone à la chaîne. Je crois que ça existe même dans Dark Souls, hein, où Absolument. dans certains runs, on sort d'une zone et on re-rentre et on ressort et on re-rentre à la chaîne juste pour charger et décharger et complètement perdre le jeu en fait, entre ce qu'il avait chargé et ce qu'il a pu charger. Quoi. Donc là on a récupéré le bouclier, l'épée, les noix. Le résultat est similaire, mais les étapes ont été différentes. C'est ça. Et, on va skipper une partie encore plus importante. Puisque là on est à plus de la moitié du run déjà, ça y est. Hein. Donc on parle à Mido. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça ? Parce que ça va nous permettre d'arriver à la première zone de chargement sans écran noir en fait. À savoir, ce couloir ici, qui nous amène à l'arbre, c'est pas juste un couloir, c'est un chargement caché. Du coup il revient. Il avance, il recule, il avance, il recule. Encore. Là du coup, il charge et il décharge la zone à la chaîne. Et toutes les interactions qu'il fait, alors c'est un peu difficile à comprendre, mais toutes les interactions qu'il a fait jusque-là, ça lui permet de modifier la mémoire du jeu. Très clairement, il est en train de programmer ou reprogrammer la mémoire du jeu à l'aide des inputs. Donc ce qu'on voit a un sens à l'écran parce qu'il y a des animations, mais dans ce qui se passe dans la base de données à l'intérieur du jeu, il est en train de réécrire des bouts de programme. C'est exactement ça. Et là, du coup, on l'a vu traverser le village où il n'y avait personne. Il tape le panneau. Je crois que là, c'est le moment où il va chercher son rocher et que le jeu, il sait plus où il habite. Non, pas le rocher. Il tape le rocher, la caméra part en sucette, et c'est le moment assez admirable, parce qu'on le voit, il est là, il part à droite, et il sort de l'écran. Et il continue son run. Et on le voit, hein, le runner, il a jeté un petit coup d'œil sur le chat, parce que c'est le moment où il n'a plus besoin de l'écran dans tous les cas. Là, donc, il fait le truc complètement à l'aveugle pendant encore 30 secondes, c'est ce que... C'est pas encore presque fini, il a ramassé un objet, on sait pas ce que c'est. Bah, Parce qu'on a vu les plantes apparaître et elles ont disparu. Il avait le rocher à la base quand il est sorti de l'écran, mais effectivement l'animation est restée la même. Donc là il avait un rocher, il a plus rien à la main. Et on est vraiment à un autre niveau de j'ouvre le jeu et je regarde comment ça se passe à l'intérieur. Là c'est vraiment j'ouvre le jeu et je jette tout et n'importe quoi dedans. Et au bout d'un moment il sait plus où il habite. Et on rentre dans cette maison, au calme. Et fin du jeu. Et c'est la fin. Voilà. C'est le record du monde. Vous l'ignoriez peut-être, mais il y avait deux façons de finir le jeu. Et une des deux, c'était de rentrer dans une maison dans le village du début. Donc on a vu la version avec un donjon, et voici la version avec 0 donjon. Alors le fait d'enchaîner directement avec cette cinématique est quand même assez redoutable. Incroyable. Tu rentres dans le donjon et Ganon meurt. 7 ans plus tard, Ganon meurt. Et du coup c'est vraiment impressionnant parce que là on n'est plus sur... Alors il y a de la frame perfect, il y a de l'enchaînement timé, etc. Mais on n'est plus du tout sur du jeu d'animation, on est vraiment sur de la programmation pure et dure. Ah oui, c'est du reverse engineering total. On est plus sur il est bon au jeu. On est sur le jeu n'est plus respecté. Ça me fait un peu penser au speedrun de Pokémon Rouge sur Game Boy, qui était un truc complètement absurde, où il rentrait carrément dans le programmage, la programmation du jeu pour tout défaire. Ouais. Et en gros, je crois que le run dure 15 secondes, vous perdez pas votre temps si vous voulez le regarder. Ah oui, si vous voulez finir Pokémon Rouge, c'est très facile. Et pareil, il va chercher en fait, dès le début, il arrive sur l'écran de début et il va chercher l'écran de fin. Ça met 15 secondes. Et donc c'est deux excellents runs, hein, celui d'il y a un an et celui d'il y a seulement quelques mois. Merci le confinement pour des nouveaux world records. J'ai pas regardé, tiens, si avec le Covid-19 on n'a pas eu de nouveaux world records dans plein de C'est probable quand même. Hein. C'est très certain. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant du coup de voir la dualité de ces deux runs différents, parce qu'il y en a un qui montre à quel point on peut maîtriser un jeu, et genre à l'input près, savoir étudier, tout ça, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir les glitches parfaits, et un autre qui montre comment est-ce qu'on peut aller plus loin que le jeu. Il y a genre maîtriser le jeu, et enfin maîtriser les règles du jeu, Voilà. et casser les règles du C'est jeu. ça, il y en a un qui respecte à peu près le jeu, l'autre qui s'en sert pour l'étrangler. Globalement. Pour le retourner. Le torturer jusqu'à ce qu'il te donne les règles de fin. Ok, d'accord, j'arrête, c'est bon, t'as gagné. On peut vraiment le voir comme ça, une scène de torture.
Est-ce que tu veux de l'incentive ou est-ce que tu veux avoir mal? C'est deux choses différentes. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir commenter ce deuxième jeu en votre compagnie. Il aura juste fallu 1 an et demi. Du coup, on peut déjà dire qu'on donne rendez-vous dans un an et demi pour l'ensemble des viewers. Attends, des vidéos. Non, on a pas mal d'autres idées de speedrun. Il y a plein de trucs très très chouettes qui existent, d'autres catégories. On a vu le premier sur DS, un truc un peu plus long, qui était sympathique, qui était très cinématique. Là, un truc beaucoup plus technique. Et il y a encore plein d'autres types de speedrun, donc on prendra plaisir à présenter avec l'ami PO et Mathieu, si jamais le cœur t'en dit aussi. Peut-être d'autres invités. Oui. Ah, bien sûr, d'autres invités surprises. Voilà, ça nous a fait très plaisir en tout cas d'animer ce deuxième épisode. Merci à Mathieu, notre invité spécial de cette deuxième Merci édition. de m'avoir reçu. C'est Formidable. très prestigieux. Grande qualité, un grand savoir-faire dans le speedrun. Est-ce que tu as remarqué une différence entre la version 3DS que tu as faite et celle-ci qu'on a commentée? Déjà les inputs ne sont pas les mêmes puisque les manettes sont différentes. Donc C'est déjà, je sais pas à quel point ça pourrait être plus facile de le faire sur 3DS dans le sens où la manette de GameCube est quand même assez particulière dans le mapping de ses boutons. À voir. Après, je me souviens que c'était pas forcément très facile que ce soit à la croix directionnelle ou au joy sur la 3DS pour se déplacer. Ouais. Donc au niveau frame perfect et alignement des planètes, je pense qu'il est toujours mieux de le faire sur une GameCube, enfin au moins sur la manette de GameCube, voire après. Oui, parce que là, il était Ouais. sur une version 64, mais émulé, puisqu'on Oui. voyait les inputs de sa manette de GameCube, alors que sur 64, on rappelle que la visée, c'était cette espèce de gâchette qui était en dessous la troisième partie du gamepad, le gamepad improbable de la Nintendo 64, qui fait tout son charme, apparemment. Mais je crois aussi que la version 3DS avait eu un petit coup de polish, donc je sais pas si à quel point ils ont calmé certains glitches, ils ont retravaillé certaines textures. C'est ce que je voulais dire aussi, c'est que la plupart des remasters, quand ils sont faits, comme ils sont faits des années plus tard, ils ont regardé un petit peu les abus qu'ont pu faire certains joueurs et du coup ont patché pas mal de choses. Bon, ensuite, la communauté speedrun reste très niche, et comme on est sur un jeu solo, ils le font pas forcément, mais je pense surtout quand ils vont redonner un coup de pinceau sur les textures, sur les modèles et tout ça, est-ce qu'ils vont aussi refaire la map de collision? Parce que c'est un truc où tu as séparément à quoi ressemble la map visuellement, et la map de collision qui est où il y a un trou dans le mur, où est-ce que tu peux pas aller, ce genre de choses. Ça, est-ce qu'ils l'ont refait? Je pense qu'ils n'ont pas forcément intérêt à le faire, puisque c'est surtout visuel quand tu fais un remaster. Mais c'est à voir, je pense qu'on pourrait aussi creuser la catégorie 3DS. Il y a énormément de catégories de speedrun dans Ocarina of Time. On a regardé le 90%, il y a le 100%. Moi, ça m'a vraiment donné envie de regarder le 100%, honnêtement. Le 100%, il faut s'accrocher, je crois qu'il est à plus de 3 heures. Ah oui, quand même. Alors, c'est un peu plus long. Je crois qu'ils font pas de glitch majeur, ils essaient de limiter en fait les glitch majeurs. Il y a les randomizers, où à chaque fois qu'on ouvre un coffre, c'est la surprise sur quoi on tombe. Après, il y a toujours la RNG dans le jeu, donc à un Et- moment donné, c'est aussi le destin qui décide. Dans les randomizers, c'est axé essentiellement sur la RNG, puisqu'on peut obtenir l'objet d'un autre donjon dans un donjon en cours. Et la communauté randomizer est encore très active. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, il y a encore un tournoi randomizer en cours sur Ocarina of Time, par exemple. Et ça bloque pas le jeu d'avoir certains. Parce qu'il y a certains items que tu as besoin d'avoir pour ensuite progresser. Donc, Alors, tu as des randomizers qui sont les smart randomizers qui font en sorte que les objets que tu obtiennes te permettent toujours de finir le jeu. Ouais. C'est randomizer, mais juste de certaines manières, tant que ça ne t'empêche pas de finir le jeu. Avec une communauté aussi active, en même temps, ils ont tout épluché. Et puis pour peu qu'il y ait un remaster sur Switch d'ici 2 ou 3 ans. Eh bien, nous serons là pour le commentaire. Exactement. Merci à tous pour votre délicate et tendre attention au cours de ce speedrun. Et nous vous retrouverons très bientôt pour un nouvel épisode de 89 minutes.